Moussa Diawara. L'émission que vous suivez est rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler en exclusivité des accords d'Alger signés ce matin à Bamako. Et pour cela, dans notre studio, j'ai avec moi M. Yves Kenao. Bonsoir, M. Yves. Bonsoir, bonsoir. Et nous allons être rejoints aussi avec M. Mohamed Keïta, qui est le président du Haut Conseil des Maliens des États-Unis à New York. Et bonsoir, M. Keïta. Bonsoir, Diawara. Il y a de l'autre côté aussi, il y a Sada Damele, qui est le trésorier adjoint du parti Yelema à Philadelphie. Bonsoir, M. Sada. Bonsoir, M. Diawara. Merci d'être avec nous, merci. Et sans tarder, je m'en vais poser la question à M. Keïta. Et M. Damele, si vous voulez aussi, vous pouvez y participer à répondre à la même question. Que pensez-vous de la signature finale des accords d'Alger à Bamako aujourd'hui, M. Keïta? Bon, merci beaucoup, M. Diawara. Je remercie vos partenaires Tempo Africa pour nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer sur un problème qui a concerné notre pays depuis 3 ans. Donc, comme vous le dites bien, c'est aujourd'hui le 15 mai, il y a eu la signature des accords d'Alger pour le retour de la paix et la réconciliation nationale au Mali. Donc, en tant que président du Conseil des Maliens des États-Unis, je pense que c'est un grand jour, un événement historique pour notre pays. Oui. Et c'est un sentiment de fierté pour moi, un sentiment de joie qui voit la fin, presque la fin de la misère que le peuple a endurée pendant 3 ans. Donc, nous osons espérer qu'avec la signature aujourd'hui à Bamako, que la mise en application de ces accords d'Alger verra le jour très bientôt. Merci beaucoup. Que pensez-vous, M. Sada Damele? M. Diawara, merci pour la question. Merci, M. Keïta, pour la participation. Et merci à votre émission et les membres d'organisation. Merci beaucoup. Je pense que c'est un grand plaisir pour nous, les Maliens de l'extérieur, au moins d'avoir l'opportunité de participer à ce genre d'émission. Je pense que, comme M. Keïta l'a dit, c'est un grand pas et nous ne pensons pas que nous allions arriver à ce niveau. Parce que le pays était tombé dans une crise inimaginable, dans une crise qui, à un moment donné, tous les Maliens qui se trouvaient au Mali ou en dehors du Mali ne pouvaient plus dormir et ne savaient même pas sur quel pied il fallait s'arrêter. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec l'effort des uns et des autres, avec l'effort de nos partenaires et de nos dirigeants, nous sommes arrivés aujourd'hui à ce grand jour. Et je souhaiterais que l'accord soit signé et je souhaiterais que les contenus de l'accord qui est dans le faveur de nous tous soient respectés et appliqués à la lettre. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la signature des accords aujourd'hui à Bamako, d'accord, pendant qu'il y avait un pléiade de présidents qui étaient venus pour soutenir le Mali et pour la signature, à Ménaka, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un affrontement sanglant entre la coordination des mouvements l'Azawad et les Gatia aujourd'hui. Est-ce que cela peut donner de l'espoir que cet accord que nous venons de signer aujourd'hui et que ça sera appliqué par toutes les parties? Bon, moi, je dis... Vas-y. Allez-y, M. Damele. Pour répondre à cette question, je dirais que c'est en quelque sorte une sorte de sabotage. C'est pour ralentir les choses. Comme au début, d'ailleurs, ils ne voulaient même pas venir sur la table de négociation. Et aujourd'hui, Dieu merci, ils sont venus sur la table de négociation. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Mali et pour toute l'Afrique, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que tout ce qui touchera le Mali, l'effet se sentira dans ces autres pays. Donc, c'est une sorte de sabotage pour ralentir les choses, pour qu'ils puissent avancer dans leur ambition. Et notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas de les suivre, c'est de ramener le Mali à la raison, c'est d'amener la paix au Mali, et c'est de faire revenir les partenaires, les voisins du Mali,
de les faire revenir au Mali, de les faire investir au Mali, de les faire comprendre que nous ne connaissons plus cette crise. Le Mali a toujours été un grand pays et aujourd'hui, la paix est revenue. Nous voulons reconstruire notre pays. Donc, je pense que notre gouvernement, dès le début, a su maintenir sa position en ne se laissant pas bobiner par ceux qui ne veulent pas la paix dans notre pays. Et je souhaiterais, d'ailleurs, nous souhaiterons que le gouvernement malien reste dans sa position, continue à supporter sa position jusqu'à ce que tout rentre là dans l'autre, jusqu'à ce que la direction que suivent tous les Maliens aujourd'hui suivra son bon chemin. Monsieur Keïta, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, moi je pense que l'attaque aujourd'hui à Ménaka, dans les environs de Ménaka, je peux considérer ça comme le dernier soubresaut d'un animal blessé. Parce que ces gens-là, ils ont vu que rien ne pouvait plus marcher et qu'il n'y avait plus de barrière à ce qui se passait à Bamako aujourd'hui. Donc c'était une des dernières tentatives pour essayer de dérouter le processus de paix. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui, il y a un des représentants du mouvement de la coordination qui, dans sa conclusion, a cité le président Kennedy. Et moi, ça m'a beaucoup touché quand il dit que l'humanité, comme pour citer Kennedy, l'humanité doit mettre fin à la guerre ou la guerre mettra fin à l'humanité. Donc, ça veut dire déjà que même au sein de la coordination, il y a des dissidences, il y a des gens qui comprennent que il est grand temps pour aller à la paix, il est grand temps pour faire revenir la paix dans la sous-région. Parce que la paix dans le nord du Mali, quand il n'y a pas de paix, c'est un effet boomerang. Ça peut se répercuter sur nos pays voisins, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et même l'Algérie, qui a joué un très grand rôle dans ces négociations. Merci. Monsieur Yves, que pensez-vous de la situation d'aujourd'hui? Voilà, avant de répondre à votre question, est-ce que je peux poser une question à nos amis, à mes frères maliens? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bien. Ok, mes frères maliens, bonsoir. Je suis très heureux de la situation d'aujourd'hui et que je vous dis que nous autres, je suis Togolais, je m'appelle Yves Kenao. Nous autres, à Lomé, nous sommes de cœur avec vous. Et même les Togolais ici aux États-Unis, nous sommes de cœur avec vous, avec le Mali. Et que nous souhaitons que le Mali retrouve cette paix-là que nous attendons de tout notre cœur, de tous nos voeux. Parce que le Mali, comme l'histoire nous l'a enseigné, l'empire du Mali était un grand pays, était un grand empire et qui a fait le plaisir et l'honneur de toute l'Afrique. Alors ma question, elle est celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'avec l'absence de la CEMA au cours de cette signature des accords d'Alger à Bamako, ne pensez-vous pas que cette absence peut causer un obstacle à l'application effective de ces accords? Bon, moi je pense pas que ça puisse être un obstacle. Déjà hier, si vous avez bien suivi, hier c'est ces mêmes éléments qui étaient en Algérie pour parapher le même accord qu'ils ont refusé de faire depuis le mois de mars. Donc comme je le disais tantôt, c'est le dernier soubresaut d'un perdant. Quand on sait qu'on n'a plus la même mise sur ce qu'on cherche, c'est des petits trucs comme ça qu'on essaie de faire. Ça, c'est de la diversion. Le fait d'aller en Algérie hier et de parapher cet accord, moi, je pense que c'est un pas positif vers une résolution définitive de ce problème. Ok, nous le souhaitons beaucoup. Monsieur Moussa, pour répondre à votre question, je vous dis que nous avions eu quelques semaines auparavant à discuter de ce problème et que sur ce plateau, je vous avais dit que moi, je suis persuadé, je suis sûr que ces accords seront signés. Et Dieu merci, aujourd'hui, quand j'ai lu sur le net que l'accord, même d'abord, depuis hier, quand j'ai lu sur le net que les accords d'Alger ont été paraphés par l'ensemble, la totalité des parties au conflit, j'ai dit waouh! C'est la victoire de la paix ici. La paix a triomphé sur le mal. Vous voyez? Donc, pour moi, aujourd'hui, cette journée est une journée spéciale dans l'histoire de toute l'Afrique. Je ne parle pas seulement dans l'histoire du peuple malien, mais dans l'histoire de toute l'Afrique.
car la victoire malienne serait la victoire africaine. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas seulement du part de l'étendue même du pays Mali. Historiquement, Mali signifie quelque chose, a une certaine résonance positive dans la tête des Africains. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que du nord au sud, de l'ouest à l'est, du centre, si je peux ainsi m'exprimer, toute l'Afrique est en joie. C'est une victoire africaine, en fait. Donc, je peux vous dire que c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'être africain, un sentiment de preuve de maturité de tout un peuple africain. Vous voyez, nous avons toujours connu des échecs. Quand les Africains même essaient de résoudre leurs problèmes, il y a toujours échec. En fait, je pense que c'est une lueur d'espoir que nous, Africains, nous pouvons prendre. Et nous pouvons résoudre nos problèmes nous-mêmes, entre nous, Africains, sans pourtant attendre trop que quelqu'un d'autre de l'extérieur vienne résoudre le problème. Pour ça, je soulève mon chapeau au peuple malien, à tout le peuple malien, pour l'abnégation et la patience, le courage, la ténacité avec lesquels ce peuple a lutté jusqu'à obtenir ces accords d'aujourd'hui. Pour le moment, je m'arrête là. Merci, merci. Pour revenir un peu en arrière à la question précédente, Monsieur Keïta, pensez-vous que, parce que déjà avec la CEMA est constituée de beaucoup de groupes, beaucoup de partis de groupes armés, mais on a vu aujourd'hui de ces groupes armés, beaucoup plus précisément les CMPR, et il y avait les CMPR qui étaient aujourd'hui à la signature des accords, et il y a aussi les CPA qui étaient aussi à la signature des accords aujourd'hui. Et pourtant, ces deux groupes devaient faire partir de la coordination des mouvements de l'Azawad. Pensez-vous déjà qu'il y a une fracture au niveau de la coordination des mouvements de l'Azawad? La logique voudrait, M. Diawara, que nous acceptions qu'il y a une fracture. Et il y a une fracture. Parce que souvent, face à une certaine réalité, il faut prendre le train en marche et être du côté de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui quand les deux mouvements que vous venez de citer ont compris que la solution pour le Mali, la solution pour la sous-région, la solution pour le continent africain en tant que tel doit passer par la résolution pacifique du problème dans le nord du Mali. Donc, moi, je pense qu'il y a une fracture même au sein de cette coordination. Monsieur Sada, que pensez-vous? Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que moi j'aimerais ajouter à cela, c'est que souvent, je ne pense pas que nous allons pouvoir mettre en pratique ce que nous souhaitons mettre en pratique sans que tous les groupes armés n'adhérent pas à la même cause. Mais je pense qu'il a été clair dans les documents. Ça a pris du temps. Ça a pris des mois pour que ce document soit établi. Donc, il va falloir que la CEMA adhère à la cause de ce document. Je pense que ceux qui ont à la charge de cette discussion, ils feront en sorte que la CEMA entrera dans la cause de ce document. Parce qu'il ne va pas avoir l'avancement de ce qu'on souhaite tant qu'ils ne signeront pas. L'avancement, c'est quoi? Dès la signature de ce document, il va y avoir le désarmement de tous les groupes armés du Nord. Donc, il n'y aura pas question qu'on va les désarmer une partie des groupes armés sans que l'autre là ne soit pas désarmé. Ça veut dire que l'effort qui a été fourni par les gens qui ont été engagés pour cette discussion, par les présidents des pays d'Afrique, par les Maliens et nos amis, sera un effort sans résultat. Donc, au moment où nous faisons ce débat, j'en suis sûr que les discussions sont en cours pour pousser la CEMA à adhérer dans la cause des autres. Je pense que le gouvernement malien fera tout son possible pour que cela marche. Bon, un petit rappel dont je voulais parler, parce que moi, à mon niveau, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes quand je dis ça, parce que le 5 mai, nous avons assisté à l'arrivée du général Pierre Deville, chef état-major des armées françaises. Il a rencontré le président de la République. Il paraît-il que quand le Gatia a pris le contrôle
de la ville de Kidal et qu'on aurait trouvé des armes, des munitions en quantité qui sont des marques françaises. Que pourrez-vous nous dire de cette découverte à Kidal, quand on sait très bien que Kidal a été le bastion de la CEMA plus d'1 an et que maintenant Menaka revient au Gatia et qu'on découvre à Menaka qu'il y a des tonnes d'armement et ces armements de quelle marque? Des marques françaises. Qu'est-ce que cela vous dit? Monsieur Keïta, vous avez quelque chose à dire? Bon, moi, je pense que la découverte des armements de marque française à Kidal, ça ne doit pas être surprenant. Si vous prenez le problème du nord du Mali, on peut dire que c'est une répercussion de la guerre en Libye. Donc, c'est des armes qui sont rentrées par beaucoup de frontières. Donc, il n'est pas dit que forcément ces armes qui ont été retrouvées à Kidal ont été données à ces éléments de dissidence par la France. Moi, je me garderai de penser dans ce sens. Je pense que c'est des armes peut-être qui sont venues de la Libye. Si vous vous rappelez bien, quand Kadhafi est tombé, ces gens-là sont rentrés au Mali, bien armés. Bon, ces armements-là, c'était de quelle origine? Tout le monde savait le lien qu'il y avait entre Kadhafi et Sarkozy. Donc peut-être depuis ce temps-là, il y a des armes de fabrication française qui étaient avec l'armée libyenne et qui se sont retrouvés dans le nord du pays. Donc moi je pense qu'il faut vraiment savoir garder raison et ne pas aller à une conclusion très hâtive et condamner la France. Bon, d'une manière, j'ai posé la question pour savoir ce que tu en penses de cette découverte d'armes. Parce que vous savez, il y a beaucoup de journaux aujourd'hui qui parlent de pas mal de choses. Je n'indexais pas directement la France, mais je voulais savoir de ce que vous pensiez de cette découverte d'armes de marque française à Menaka, tout en sachant que Menaka a été le bastion de la CEMA plus d'1 an. Donc, M. Sada, que pensez-vous? Comme M. Keïta vient de le souligner, la découverte de ces armes nous pose énormément d'inquiétudes et ça doit nous ramener à nous poser beaucoup de questions. Moi, il faut être prudent en répondant à ce genre de questions. Nous sommes dans une situation où vraiment nous sommes blessés dans nos cœurs et on a besoin des solutions à nos questions. On veut des réponses à nos questions. Donc, la découverte de ces armes, nous avons besoin en ce moment des enquêtes sincères. Des enquêtes sincères et des enquêtes honnêtes. Ces enquêtes honnêtes nous permettra de clarifier d'où viennent ces armements. J'ai rejoint un peu M. Keïta quand ils disent qu'après la guerre de la Libye, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez eu la chance, M. Jawara, de voir cette vidéo, et qui nous montre, je dirais, j'ai fait 45 minutes à peu près en train de regarder des centaines bon, je ne dirais pas des centaines, mais ça fait beaucoup de camions avec des armements de dernière qualité qui rentraient par le nord du Mali. Où sont partis ces armements? Comment est-ce que ces armements ont été répartis au Mali? Est-ce qu'ils sont restés seulement dans le nord, même dans la ville de Bamako? Parce qu'à un moment donné, on ne savait même plus qui dirigeait le Mali quand il n'y avait pas un président élu. Donc tout le monde circulait à sa façon, il n'y avait pas de contrôle. Donc, moi, je laisserai notre gouvernement à mener les enquêtes avec leurs partenaires, les enquêtes sincères, les enquêtes honnêtes, qui va nous permettre de savoir réellement d'où viennent ces armements. Et étant donné qu'il y a des journalistes français qui ont été tués au nord, et avec tous les moyens et les technologies que les Occidentaux ont, plus précisément la France, qui en l'air, si on devait savoir la cause et comment ces gens ont été tués. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de clarification. Mais on ne peut pas dire que la même chose s'est répétée avec ces armements, mais je dirais qu'il faut que les enquêtes soient menées et que les réponses que nous méritons nous soient données, qu'on sache ce qu'il faut faire dorénavant. En ce moment-ci, il sera difficile de pointer quelqu'un pour donner la responsabilité à la France ou à nos dirigeants, mais je dirais que
il faut des enquêtes sincères et honnêtes pour nous dire la vérité d'où viennent ces armements et comment ils se sont retrouvés à Ménat. Merci encore, M. Sarah. M. Yves, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas grand-chose, parce que vous savez, pour ces histoires, il est extrêmement important de savoir la vérité avant de pouvoir partager les responsabilités. Il faut vraiment, comme il a dit, une enquête sérieuse, une enquête diligentée par le gouvernement malien, par une enquête indépendante, pour pouvoir savoir exactement d'où viennent ces armements, qui les fait rentrer dans le nord Mali et à qui les remettons. Vous voyez, c'est à partir de cela qu'on peut savoir qui fait quoi et qui fait quoi. Pour le moment, on peut dire que ce sont des armes illicites. Pour le moment, on peut dire que ce sont des armes illicites. Et en cas d'armes illicites, tout le monde peut acheter une arme. Maintenant, on sait. Hein? Mais il ne faut pas, moi je trouve qu'il ne faut pas indexer quelqu'un sans une enquête préalable. Merci. Nous savons très bien que pour bâtir une nation forte, il faut une armée forte. Et nous savons aussi très bien que l'armée malienne a subi pas mal de revers. L'armée malienne a besoin de formation. L'armée malienne a besoin de matériel pour protéger le pays. Et M. Keïta et M. Dambélé, que pensez-vous de l'avenir de l'armée malienne dans les années à venir? Parce que nous avons vu beaucoup, nous en avons beaucoup entendu. Un pays qui n'a même pas d'hélico pour pouvoir se défendre, un pays qui à peine a des véhicules pour les soldats pour aller sur le front de guerre. Est-ce que ce pays pourra protéger le Nord Mali? Parce que signer un accord final, ça c'est une chose. Mais faut-il encore sécuriser le nord du Mali et à quel prix? Monsieur Keïta? Bon, je dirais que, comme vous l'avez bien dit, notre armée a été délaissée pendant beaucoup de temps. Mais ça n'a pas empêché nos vaillants soldats de faire de leur mieux pour la défense du territoire. Donc, comme vous le dites bien, il est grand temps de restructurer l'armée du Mali, de rééquiper l'armée du Mali pour qu'on puisse faire face à la défense nationale. Je comprends bien. Nous avons eu, en un temps, l'armée du Mali était très solide. Mais des régimes se sont succédés où on a délaissé l'armée. Et encore, le fait de délaisser l'armée, ça rejoint encore la vision du gouvernement du Mali, des différents gouvernements qui se sont succédés pour trouver une solution pacifique au problème du Nord. Il y a eu, c'est pas, ça c'est le deuxième accord d'Alger. Avant ça, il y a eu la flamme de la paix qui a été signée par le président Alpha Oumar Konaré. Et des armes même ont été brûlées à cette époque pour pouvoir faire comprendre à l'opinion internationale que le Mali est un pays de paix. Donc maintenant, face à la nouvelle situation depuis 2012, nous avons compris qu'il y a une nécessité de réformer l'armée du Mali pour faire face à son devoir de défense du territoire. Monsieur Dambélé, je m'excuse, que pensez-vous de la restructuration de l'armée malienne? D'abord, pour répondre à ta question, je dirais d'abord, l'armée est une institution. Qui parle d'institution parle de la discipline. Il faut revoir nos manières de faire. Nos manières de faire nous a coûté cher depuis des années. Et nous ne dirons pas que les budgets de l'armée ne sont pas votés. Ils ont tout le temps été votés. Est-ce qu'en réalité, ces budgets sont investis dans l'armée comme ils devaient l'être? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'en réalité, l'armée que nous critiquons aujourd'hui en tant que Maliens, souvent je le fais à cœur fâché, mais en réalité, je sais qu'ils ne produisent que le fruit qu'ils ont reçu, c'est-à-dire la formation qu'ils reçoivent, ils donnent le résultat de ces formations. Ils font de leur mieux, mais il faut qu'on la mette dans ces conditions. Il faut qu'on répare. Quand il y a des années de cela, on disait que l'armée malienne était l'une des armées fortes de l'Afrique de l'Ouest. Quand l'armée malienne encore quittait son territoire pour assister les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je pense que
des fois, nous sommes obligés de sortir du cadre habituel pour trouver des réponses à nos questions. Poser des questions qui fâchent et faire des propositions qui défient nos pensées ne sont pas nécessairement des choses mauvaises. Je pense que nos dirigeants, à travers cette crise, on doit prendre conscience et revoir que notre armée a besoin d'aide, a besoin de leur support. Les budgets qui sont votés, qui doivent aller à leurs besoins, il faut que cet argent-là ait à leurs besoins. Il faut des formations sérieuses. Il ne faut pas que l'armée soit une armée où, si ça ne marche pas chez moi à l'école, je rejoins l'armée. Il faut qu'on arrête ça. Les personnes qui méritent d'aller à l'armée, qu'ils soient transférés à l'armée. Je pense que le problème se trouve à ce niveau, mais pas faire l'armée une armée où, si ça ne marche pas chez moi à l'école, je pars à l'armée. Donc, tant qu'on continue à marcher sur ce chemin, et voilà les résultats que nous allons continuer à avoir. La question doit être renvoyée à nos dirigeants après cet accord pour rentrer dans l'ordre, pour faire l'armée malienne que toute l'Afrique de l'Ouest a connue. Cette armée digne, il faut que les choses soient dans les normes. C'est-à-dire, les budgets votés dans l'armée soient injectés dans l'armée et que le processus d'aller à l'armée soit des processus fiables, sincères et honnêtes. Le problème se situe à ce niveau. Mais il n'est pas trop tard. Malgré tout ça, l'armée malienne a tout le temps continué de se battre. Malgré les petits moyens, malgré les formations limitées, ils sont toujours là pour nous, ils sont toujours là pour le Mali. Mais je pense qu'ils méritent mieux. Si vous regardez aujourd'hui, j'ai suivi quelques émissions du président de la République, M. Boubacar Keïta, avec le président du Maroc. Ils ont signé certains accords pour soutenir l'armée en leur dotant des maisons d'habitation, en leur dotant d'autres trucs qui vont leur permettre de savoir que l'État est là pour eux, l'État les soutiendra, quels qu'en soient les problèmes. Et voilà les choses que l'armée, notre gouvernement doit commencer vraiment à satisfaire. Et en ce moment, nous verrons des résultats que nous cherchons auprès de notre armée. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci pour votre éclairage. Puisque nous parlons toujours de la sécurité et de l'armée, je vais revenir un peu en arrière pour parler. Je sais que nous savions tous que les accords ont été signés aujourd'hui, les accords finaux, mais il y a un chef rebelle, sinon un chef djihadiste que je peux qualifier du nom de Liag Ali, qui n'a pas pris part aux négociations d'Alger. Liag Ali, une partie des HCU, était une dissidence de Ansardine, qui a créé son propre parti maintenant, si je peux l'appeler ainsi, et son propre groupe qu'ils appellent les HCU. Mais Liag Ali en personne n'a pas pris part aux négociations d'Alger, ni de loin, ni de près, en tout cas pas officiellement. Est-ce que vous pensez qu'avec Liag Ali toujours au nord du Mali, toujours dans l'adrar des Iforas, que nous pourrions tous espérer avoir cette paix-là? Monsieur Keïta? Bon, moi je pense qu'on ne peut pas mettre en cause la paix dans la sous-région à un seul individu, quelle que soit son appartenance à un groupe de djihadistes ou n'importe quoi. Mais ce même IAG-là, Diawara, si vous vous rappelez, c'est un produit du gouvernement du Mali. Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est un produit du gouvernement du Mali. Donc, moi, je pense qu'à l'état actuel des choses, on ne peut pas remettre en cause cet acquis d'aujourd'hui. Liag Ali seul ne peut pas poser de problème à la mise en exécution de ce projet. Peut-être, comme vous le dites bien, ça peut retarder les démarches. Mais ce qui est sûr, ce processus de paix a été déclenché et le train a démarré aujourd'hui. Comme les gens l'ont dit, il y a beaucoup de chefs d'État qui l'ont exprimé. Ils disent que la porte est toujours ouverte à ceux qui n'ont pas voulu venir signer. Ils peuvent le signer après. Donc moi, je pense qu'avec l'apport
de la CEDEAO, l'apport de l'Union africaine, de l'Union européenne et même des Nations unies, je pense que cette paix définitive à laquelle nous avons aspiré pendant longtemps va être une réalité dans ce pays. Mais pour que ce soit une réalité, il y a beaucoup de facteurs qui doivent intervenir. Encore, je vais aller en arrière un peu pour parler de notre armée. Il faut, comme l'a bien dit M. Dambélé, il faut moraliser d'abord notre armée. Si vous comprenez bien, le Mali regorge de généraux. Et ces généraux-là, comment ils ont eu les grades? Est-ce que c'était sur un champ de bataille? Est-ce que c'était à la sortie d'une académie militaire? Parce qu'à un certain moment, les galons étaient donnés par avancement automatique. Dans une armée, quand il y a des avancements automatiques, ça pose des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut même moraliser l'attribution des galons au sein de l'armée. Les galons doivent être mérités sur le champ de bataille. Je suis d'accord avec vous. Et non un avancement automatique. Tous les 2 ans, vous changez des galons. Je suis d'accord avec vous que l'armée a besoin du travail, l'armée a besoin d'être restructurée, l'armée a besoin de matériel. Encore une fois de plus, la raison pour laquelle j'insiste un peu sur le cas de Liag Ali, vous n'êtes pas sans savoir que Liag Ali a traité avec Al-Qaïda au Maghreb, Liag Ali a traité avec pas mal de groupes terroristes. Liag Ali était l'intermédiaire à un moment donné entre l'État malien pour les rançons qui passaient, d'après les informations que nous avons tous eues. Les rançons passaient au temps ATT par Koulouba pour venir à Liag Ali pour pouvoir laisser partir certaines capturés français ou européens. Et si ce Liag Ali est toujours là, il est en vie et qu'il est en train de bouger librement dans l'adra des Iforas, je pense qu'il peut, d'accord, c'est un individu, mais ça peut causer beaucoup de problèmes pour l'application effective des accords d'Alger. Ne pensez-vous pas, monsieur Dambélé? Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une grande inquiétude à sa non-participation de ce processus. Parce que vous savez que si réellement Yagali, et je suis d'accord qu'il est malien, et il n'est pas... Il voit, il est là, il voit ce que le Mali traverse aujourd'hui, les sangs qui ont été coulés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce devait être un jour pour lui pour dire « Ah, je prendrai part à ce processus, je ferai en sorte que le Mali retrouve sa dignité. » Mais s'il n'est pas présent, et qu'avec tous ces gros moyens que nos partenaires, certains de nos partenaires ont, et ils sont parvenus à éliminer certains grands terroristes sur ces terres-là, je ne comprendrai pas pourquoi Yagali, qui est toujours là, a toujours été complice et n'a pas participé à ce processus. Et jusque-là, rien n'a été dit à son cas. Je ne serais pas d'accord s'ils disent qu'après le processus, d'autres vont venir signer l'accord. Je pense qu'après tout ce temps, tous ces efforts, ils devaient tous venir signer cet accord en un jour pour en finir avec cette histoire, pour en finir de bon. Parce qu'on ne peut pas appliquer certaines mesures à d'autres et attendre appliquer la même mesure à d'autres personnes. Il faut que tout le monde soit dans le même bateau à un moment donné, après tout ce temps. Le cas Yagali, moi, quand même, personnellement, j'ai une grande inquiétude dans son cas. Je ne sais pas qui lui soutient et je ne sais pas, il fait l'affaire de qui, mais c'est une grande menace pour la paix de notre nation. Monsieur Yves, vous avez quelque chose à ajouter? Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, donnons la chance à la paix. Toutes les autres inquiétudes que vous soulignez, pour moi, ce n'est que des accessoires. Donnons la chance à ce qui c'est. Au moins pour le moment, jouissons-nous de ceci, de ce moment précis, de cette date du 15 mai 2015. C'est une date très importante dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du peuple malien. Bon, pour le reste, je fais confiance aux acteurs politiques maliens, aux acteurs politiques africains, parce qu'il fallait avoir quelque chose sur lequel on peut greffer de nouvelles choses. Avant, il n'y avait aucun accord sur lequel on peut dire, bon, nous nous sommes mis d'accord sur un nombre de certains points. Maintenant, essayons de résoudre les différends sur les autres points. Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, à 90%,
disons à 90%, des solutions sont déjà trouvées à des problèmes majeurs. Le reste, à petit coup, on peut les régler. Donc, donnons la chance réellement aux accords qu'on a signés aujourd'hui. Les autres groupes, je vous rappelle que les États-Unis n'ont pas été constitués avec 51 États. Ils ont commencé par un petit groupe, 13 États. Et après, ceux qui n'étaient pas prêts ou n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de critères ont fini par comprendre l'intérêt de faire partenir à cette union. Donc, peut-être, d'ici 2 semaines, les dissidents d'aujourd'hui peuvent se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Et ils vont revenir sur la table. Bon, je sais, comme le premier intervenant l'a dit, il serait un peu difficile d'accepter au premier coup tout ce qu'on a refusé durant 2 ans. Bon, la nuit porte conseil. Ils vont aller dormir, ils vont voir comment le monde entier a accueilli avec joie, avec enthousiasme cet accord, et ils vont dire qu'ils ne seront pas quand même du reste de l'histoire. Voilà. Merci Steve. Bon, pour ma dernière question à M. Keita et à M. Dambélé, que pensez-vous de l'apport de l'Union africaine et de la CEDEAO pour la résolution du conflit au Nord Mali? Nous savons tous le début, si on devait aller chronologiquement du début de la guerre au Mali, nous avons passé des moments cruciaux. Il y a eu des meetings, il y a eu un coup d'État, il y a le président à l'époque qui était Amadou Toumani Touré qui a été déçu du pouvoir. La CEDEAO y était là, il devait nous aider. Il y a l'Union africaine qui était là. Mais que pensez-vous de l'apport et de la contribution de la CEDEAO et de l'Union africaine? Pensez-vous qu'on pouvait résoudre ces problèmes d'une manière beaucoup plus efficiente? Ou bien pensez-vous que la manière dont les choses se sont passées, c'était la bonne manière? Monsieur Keita? Bon, moi je pense que vraiment aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une victoire pour le Mali, une victoire pour la sous-région. Quand je dis la sous-région, je parle de la CEDEAO. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, au 15 mai, ça veut dire qu'au lendemain de mars 2012, c'est la CEDEAO qui s'est battue contre les putschistes au Mali pour rétablir l'ordre constitutionnel dans notre pays. Et la CEDEAO a été au chevet de ce pays pendant tout ce temps, jusqu'à la transition de M. Dionkunda. La CEDEAO était avec nous. L'Union africaine était avec nous pour l'élection du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, élection qui a prouvé encore à la face du monde que la démocratie n'était pas un luxe pour le Mali et un luxe pour l'Afrique. Donc moi, je crois que c'est le moment opportun de saluer l'effort de la CEDEAO, de saluer l'effort de l'Union africaine. Sans ces 2 institutions, sans l'opinion internationale, nous ne serions pas aujourd'hui à ce paraphe et à la signature de ces accords de paix. Merci, M. Keita. M. Dambélé? Oui. Pour la CEDEAO, je dirais que le seul critique que j'ai pour la CEDEAO, c'est que souvent, ils sont un peu lents dans certaines de leurs décisions. Et puis, certaines de leurs solutions ne sont pas toujours les vraies solutions pour les crises que nous traversons aujourd'hui en Afrique. Il serait nécessaire que la CEDEAO revoie un peu son élan dans la prise de décisions dans certaines situations. Je sais aussi pourquoi très souvent la CEDEAO est là dans ses prises de décision, parce que jusqu'à présent, ils sont entre eux, il y a des petites choses qui se passent qui aujourd'hui doivent savoir se passer de ces choses. Comme exemple, il faut d'abord que eux, les représentants de ces nations, respectent d'abord leur constitution. En quoi faisant, aujourd'hui, si vous regardez nos partenaires qui sont les Européens, ils viennent, ils font leur mandat, ils quittent. Souvent même, après leur premier mandat, si ça ne marche pas, la population les demande de partir parce qu'ils sont incapables de satisfaire leurs besoins. Bon, aujourd'hui, à présent, nous sommes au 21e siècle, nous voyons des présidents africains qui continuent à nos jours à changer la constitution de leur pays pour pouvoir se maintenir au pouvoir.
Et il y en a qui sont toujours là, ils ont déjà dépassé leurs 2 mandats. Cela est un obstacle pour leur union, pour leur entente. Tant qu'eux ne s'unissent pas, il ne va pas avoir des solutions efficaces à des problèmes que l'Afrique traverse aujourd'hui. Mais il faut aussi reconnaître que malgré tout, ils font des avancées remarquables. C'est un début. Je dirais toujours la CEDEAO, elle est encore jeune. Ils ont beaucoup de travail à faire. Et je souhaiterais qu'à la longue, ils changent certaines données par rapport à ce que je viens de souligner. Il faut que les présidents de ces représentants acceptent de respecter leur constitution. Et en ce moment, il y aura d'entente entre eux. Et d'autres présidents de certains pays d'Afrique ne diront pas que d'autres présidents de l'autre côté font l'affaire de ces Européens. Parce qu'il manque une certaine confiance entre eux aussi. Je pense que le problème se situe un peu à ce niveau. Mais en dehors de tout ça, il faut les saluer. Quand même, ils ont accepté de s'unir. Ils ont intervenu dans beaucoup de pays d'Afrique. Ils l'ont fait récemment au Mali. Et nous les remercions pour leur effort. Et nous les vraiment encourageons, nous les félicitons. Et que dans les années à venir, que certaines choses s'améliorent au sein de la CEDEAO. Merci beaucoup, merci infiniment pour vos interventions. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Tempo Afrique TV. Je suis Moussa Diawara, le présentateur de l'émission rétrospective de la semaine. Et aujourd'hui, on avait une émission spéciale. L'émission spéciale, c'était sur le Mali, le Nord Mali. Nous avions M. Yves Kenao, notre analyste politique, qui m'a toujours fait l'honneur d'être ici avec moi. Nous avions aussi eu M. Keïta, Mohamed Keïta, qui est le président du Haut Conseil des Maliens des États-Unis. Il y avait M. Sada Dambélé, qui est le trésorier adjoint du parti Yelema à Philadelphie. Et vous pouvez nous suivre sur le Génico TV, sur le Africa ESTV, Google TV, Roku TV, ou tout simplement vous pouvez aller sur Tempo Afrique TV. Donc avant de conclure notre édition, je m'en vais demander à M. Keïta et à M. Dambélé si vous avez un mot de fin, vous pouvez nous donner votre mot de fin de l'émission. Ok, merci bien Diawara. Merci. Donc, merci pour Tempo Afrique. Comme je vous l'ai dit, c'est une émission que moi je suis sur, une télé que j'ai sur mon Roku avec Africa ASTV. Donc, nous vous remercions de l'opportunité que vous nous avez donné aujourd'hui pour nous exprimer sur un événement historique dans notre pays. Donc, je ne peux que souhaiter plein succès à votre émission. Et nous serons avec vous pour animer d'autres émissions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Dambélé? Oui, Monsieur Diawara, nous vous remercions infiniment. Auparavant, moi, je ne savais pas trop sur votre émission et sur la radio. Dorénavant, ça serait une de mes priorités. Et merci pour votre effort, merci pour l'occasion. Ça m'a permis de savoir que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur du Mali, nous avons des voix et nous avons des gens qui pensent au Mali, qui donnent l'opportunité aux Maliens de l'extérieur de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent de leur pays. Comme M. Keïta l'a dit, nous souhaiterons participer à d'autres débats dans les jours et les années à venir. Et merci encore une fois pour votre effort et votre soutien. Ce fut un grand plaisir, merci infiniment et merci encore une fois de plus. Et comme je l'ai dit, je vais le répéter, vous pouvez faire une très large diffusion du Tempo Afrique TV et n'hésitez pas à faire savoir à vos proches, à vos concitoyens. Ils peuvent aller sur le Génico TV, on peut le regarder sur Africa ESTV, il y a Google TV, on peut le regarder, Roku TV, or ils peuvent aller tout simplement sur tempoafrique.com pour regarder. Merci encore une fois de plus. Merci. Monsieur Yves, votre mot de fin? Ok, mon mot de fin, c'est que je souhaite une bonne chance aux accords de paix d'Alger signés à Bamako aujourd'hui et que je demande à toutes les parties prenantes à ces accords de respecter le contenu de ces accords
pour que la paix soit définitive et totale au Nord Mali. Merci beaucoup. Merci à mes chers téléspectateurs. Merci. Je suis Moussa Diawara, le présentateur de l'émission rétrospective de la semaine. Et on se dit à la prochaine. À la partie technique, il y avait Malik Sall. Et passez une très bonne nuit. Merci. Merci.